Bienvenue dans ce nouveau numéro des rencontres désinspirantes de Disruption Protestante. Chaque semaine, une position lucide à rebours du mythe de la Startup Nation avec un acteur de l'innovation française. Je suis Antoine Gouritin. La semaine dernière, j'avais rencontré Irénée Regnault du site Mais où va le web. Vous pouvez écouter cette discussion dans votre application de podcast préférée, sur Spotify et sur disruption-protestante.fr. Nous continuons aujourd'hui sur le vocabulaire avec Jean-Marie Le Gall. Comme vous allez l'entendre, il travaille dans le numérique au sens large depuis de nombreuses années. De par sa curiosité perso et la veille effectuée dans ses postes successifs, Jean-Marie a compilé des données sur l'écosystème local qui lui permettent de brosser une histoire sur le long terme, très différente des discours ambiants qui commenceraient avec la French Tech. Mais ça, je vous en parlerai peut-être dans un autre épisode. Dans la discussion qui va suivre, nous parlons donc de vocabulaire, d'innovation et de transformation digitale. Jean-Marie est en recherche d'emploi depuis quelques semaines, et bien qu'ayant une vision très lucide du numérique et de son vocabulaire, il utilise le terme de chef de projet digital sur son CV. J'ai trouvé ça étrange. Bonne des inspirations. Donc j'ai vu que tu cherchais un emploi de chef de projet digital, c'est ça. Explique-moi ce digital. Alors le digital, je l'ai choisi plutôt pour des questions pragmatiques et réalistes. Moi, j'ai plutôt tendance à avoir le réflexe de parler en français qu'en américain. Et donc, digital, pour moi, se traduit parfaitement bien avec numérique. Certaines personnes pensent que le digital, c'est la génération des dispositifs numériques que l'on manipule avec le doigt, mais en fait, c'est pas le doigt avec lequel on manipule des interfaces tactiles, c'est le doigt sur lequel on compte, c'est le doigt de la numérisation, le fait de pouvoir tout coder en 0 et en 1 informatique. Et donc, moi, je me définis plutôt du coup comme un chef de projet numérique, et donc avec un vrai métier qui serait dans le vocabulaire d'une nomenclature comme celle de l'APEC, un travail de chef de projet fonctionnel, en opposition à chef de projet technique. Mais comme je disais, par pragmatisme et par réalisme, je sais qu'il va y avoir beaucoup plus de résultats de requêtes sur les mots-clés dans les job boards lorsque je vais mettre le terme de digital. Donc je suis pas d'accord avec son intitulé, avec son fonctionnement. Ce terme de chef de projet digital désigne et signifie dans la tête des recruteurs aussi bien un poste de chef de projet web. Vous bossez dans le digital, c'est dans le développement de sites ou d'applications web. Et il peut désigner aussi des gestionnaires de projets de transformation numérique, qui sont des projets beaucoup plus vastes, qui n'ont rien à voir. Donc on voit que il n'y a pas de pour moi, en tout cas, je fais partie de ceux qui pensent qu'il n'y a pas de différence entre digital et numérique dans ce contexte-là. Et on voit que ce terme de digital est polysémique, que suivant le recruteur, il ne désigne pas le même métier. Donc on a un problème de référentiel, de vocabulaire commun, de vocabulaire partagé. Toi, tu as bossé dans ce milieu-là depuis longtemps. On faisait peut-être pas la différence entre les deux au départ, numérique et digital. Et toi, ça t'a intéressé justement il y a quelques années de reprendre la base et de comprendre les choses. Et tu t'as bossé sur un cours à la fac. Oui. Alors, je bosse dans ce domaine-là depuis longtemps. J'avais mis il y a quelques semaines sur mon profil 20 ans d'expérience en gestion de projets numériques. Et j'ai un recruteur qui m'a dit, en fait, c'est une fausse bonne idée de mettre 20 ans parce que ça veut dire que à 20 ans d'expérience, voilà, vous avez plus de 45 ans, vous êtes un senior sur le marché de l'emploi en France, et donc mettez juste expérimenté. Et encore plus dans le digital, dans 45 ans. Ah oui, oui, parce qu'il y a une idéologie, il y a un jeunisme, etc., ambiant dans cet univers-là. Et donc, si on se situe un peu dans un temps relativement long, digital tout simplement n'existait pas quand j'ai commencé à bosser. Moi, c'est un terme dont j'entends parler, je pense même pas depuis 10 ans, depuis peut-être 5 grosses années. On pourrait se poser la question de dire est-ce que le digital c'est le nouveau nom de l'informatique et les projets de transformation digitale sont simplement notre génération actuelle de projets d'informatisation des organisations. L'informatique a cette tendance-là
renouveler son vocabulaire assez régulièrement. Et c'est vrai que sur ces questions-là, moi je suis très sensible à ces questions de vocabulaire. J'essaie de comprendre en disant comment ça se fait qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord sur la signification des mots. Et mon réflexe du coup, donc c'est de lire des choses, d'essayer de comprendre. Je n'ai pas la prétention de penser par moi-même, mais au moins d'essayer de réfléchir au sens des mots. Et donc je prends des notes sur mes lectures. Et il y a quelques années, j'ai eu l'idée j'en parle aussi avec des amis. Et il y a quelques années, j'ai des amis à l'université qui m'ont dit ce serait intéressant que tu viennes parler à nos étudiants des sujets dont tu parles, comment tu réfléchis sur le numérique, etc. Et donc, en fait, paradoxalement, je n'ai pas été recruté pour donner des cours parce que j'étais compétent sur un sujet. C'est pour comprendre un sujet. C'est un peu contre-intuitif comme façon de travailler. Pour comprendre un sujet, j'ai bâti un cours dessus et ensuite j'ai été démarché pour trouver des étudiants et donc des enseignants intermédiaires en face desquels je pourrais présenter ces idées-là. Et je m'aperçois en fait que c'est un raisonnement que font pas mal d'autres gens aussi qui se disent pour comprendre un sujet, il n'y a rien de mieux qu'écrire un article dessus ou que rédiger un bouquin. Par exemple, ouais. Voilà, par exemple, si tu vois ce que je veux dire. Et quel est le retour de ces étudiants ? Qu'est-ce qu'ils étudient, ces étudiants-là ? C'est en master, je crois, c'est ça ? Oui. Quel master et quel est leur retour sur des cours comme ça qui changent peut-être un petit peu du discours ambiant ? Alors, le retour que j'ai, maintenant qu'avec quelques années de recul, c'est que mon cours est un slow burn, comme on dirait dans le vocabulaire des séries américaines. Les étudiants comprennent 6 mois après avoir entendu mon cours où je voulais en venir. Et donc la génération, les promotions précédentes, leur les préviennent en leur disant bon, vous allez pas comprendre tellement où il va en venir, qu'est-ce qu'il vous raconte, pourquoi est-ce que c'est utile, c'est pas directement opérationnel, etc. Mais 6 mois après, quand on commence à se poser des questions, on retourne vers ces supports ou vers nos notes de cours et là on comprend. Donc ça c'est le premier ressenti. L'autre retour important que j'ai de cette expérience-là, c'est que les digital natives, qui est un autre nom pour les millennials, etc., ça n'existe pas. Ça n'est pas une compétence. La jeunesse n'est pas une vertu. Et le fait d'être né en 2000 ne veut pas dire qu'on est intrinsèquement, naturellement compétent sur le numérique. C'est pas parce que on a publié 3 trucs sur un blog et qu'on sait mettre une photo sur Facebook qu'on est naturellement compétent pour faire une communication numérique d'une organisation. Ça s'inscrit dans une stratégie globale de communication, articulé avec le web, articulé avec le print, articulé avec l'événementiel, avec d'autres modes de communication. Et de cette idéologie, enfin cette pensée en fait trop simpliste qui était de dire le patron il disait ma fille elle sait pas faire grand chose, je vais la mettre comme directrice de com parce que la communication c'est pas un métier, tout le monde un peu fait en faire, c'est que du bon sens, un peu de la méthodo. Donc ça déjà c'était une bêtise. Et aujourd'hui de dire mon community manager, je confie la réputation numérique de mon organisation à un community manager qui a simplement la compétence d'avoir un compte Instagram et WhatsApp et je ne sais quoi, je trouve que c'est une erreur historique, c'est un accident industriel que de prendre ce genre de décision. Et tes étudiants, ils se dirigent vers quel métier ? Ils se dirigent vers des métiers de chef de projet. Moi, j'appelle ça de la narration numérique. Le sujet, c'est de dire on raconte des histoires, y compris des histoires du réel, narrative non-fiction, diraient nos amis américains. Et on a plein de dispositifs pour raconter des histoires. Des longues formes, de l'infographie, de la data visualisation, etc., etc. Donc, le cours, un des cours que je fais, c'est gestion de projet de narration numérique, c'est de présenter, en fait, tous les dispositifs existants aujourd'hui, plus ou moins émergents, pour raconter des histoires de fiction ou des histoires du réel avec le numérique.
Alors, c'est à la fac. Est-ce que tes étudiants ont tous envie de monter leur start-up comme dans les écoles de commerce ou les écoles d'ingénieurs, où il y a un recul, il y a un peu plus de recul, comment ils t'en parlent? C'est plutôt, alors, ils parlent jamais en termes de start-up. C'est plutôt l'exception que la règle, mais il y en a certains qui arrivent en master en ayant soit une première expérience professionnelle et qui, par exemple, dans l'audiovisuel un peu traditionnel et qui veulent rajouter une couche de compétences numériques dessus, ou soit ce sont des étudiants qui, pour payer leurs études, ont une activité en parallèle, qui peuvent faire des petits films, des petits montages, etc. J'en ai en quelques années, j'en ai jamais encore entendu parler en termes de start-up. De toute façon, ils sont sur une offre de service où il n'y a pas une notion. Ils n'ont pas la prétention d'être innovants, parce que être innovant, ça, c'est un peu plus compliqué que juste utiliser des outils innovants inventés par d'autres il y a quelques années. Et puis, il n'y a pas la notion de scalabilité qu'on va avoir dans une start-up. On oublie souvent ça aujourd'hui en confondant ce que c'est qu'une entreprise numérique ou une entreprise innovante avec une start-up. Une start-up, il y a forcément un fort potentiel de croissance qui est lié à cette notion de scalabilité. Donc, et puis, je pense qu'au point de vue idéologie aussi, est à l'esprit à l'université, contrairement à des écoles de commerce, ils se projettent pas forcément dans ce domaine-là. J'essaye déjà de les sensibiliser à la méthodologie pour la recherche d'un stage ou d'un premier emploi, mais ça va plutôt être des assistants chefs de projet en début de carrière que des créateurs d'entreprises ou des créateurs de start-up. Tu parlais d'innovation, toi tu as bossé beaucoup dans cette transformation digitale. Comment tu vois l'évolution de ce terme-là? Tu parlais de vocabulaire quand on a commencé l'interview. Comment tu vois cette invocation à l'innovation et aussi l'évolution de l'acceptation de cette invocation-là ces dernières années, avec le mythe de la start-up qui prend de l'ampleur et qui joue sur cette thématique-là? Bah effectivement, le point commun dans toutes ces réflexions-là, on s'est dit ça, c'est des questions de vocabulaire. C'est que moi, j'essaie de me dire, voilà, qu'est-ce qui se cache derrière les mots? Comment ça se fait que tout le monde parle de digital en ce moment, ou tout le monde parle d'innovation? Est-ce que tous les gens qui en parlent ont la même acception en tête? Sur l'innovation, déjà, l'innovation au singulier, pour moi, ça n'existe pas. Il y a des innovations technologiques et non technologiques. Il y a des innovations de modèles d'affaires. Et aujourd'hui, juste d'avoir un peu la modestie et l'humilité de se dire, on part pas de zéro, on part pas d'une page blanche. L'innovation dans laquelle on est aujourd'hui se situe dans une perspective historique. On ne sait pas si on est des géants, mais en tout cas, on repose sur l'épaule de géants qui ont inventé avant nous. Et peut-être qu'on est en fait que des nains sur les épaules des géants. Donc soyons un petit peu modestes. L'exemple de Google, je trouve très bien. J'avais le souvenir que c'est Bernard Stiegler qui disait ça. Google fait une valorisation privée de 25 ans d'investissement de l'armée américaine dans le domaine de la bibliométrie, donc de la recherche documentaire. Ils sont pas partis d'une page blanche, c'est pas des génies. Oui, si, ils peuvent avoir un côté génial, mais ils partent pas de zéro. C'est surtout ça qu'il faut avoir, pour moi, en tête dans ces domaines-là, ouais. Et donc sur l'innovation et la transformation du digital. L'innovation, il y a une phrase que j'aime bien, qui peut paraître anecdotique, c'est de dire il y a une appli pour tout, mais pas forcément un marché. L'innovation, une des différences avec une innovation, c'est que il y a un modèle économique lié derrière. Donc aujourd'hui, on entend par innovation simplement le fait d'utiliser des dispositifs numériques relativement récents. Une innovation, c'est une invention qui rencontre son marché.
il faut se poser aussi la question de dire comment ça se différencie avec la recherche et développement. Est-ce que c'est le nouveau nom de la recherche et développement? Est-ce que c'est simplement un espèce de mot valise et que recherche et développement est une sous-catégorie de l'innovation, etc. Donc voilà, je me pose ce type de questions. Et sur la transformation digitale, qui était la deuxième partie de ta question, pareil, réflexe sur le vocabulaire. Moi, j'utilise plutôt, l'intitulé de mon cours, c'est transformation numérique, mais si je raisonne comme tout à l'heure dans des logiques un peu pragmatiques et réalistes, je vais aussi m'appuyer sur les termes à la mode, et donc je vais parler de transformation digitale. Mais par contre, je marque-boute bien sur le fait de parler de transformation et pas de transition, parce que je m'appuie sur la distinction qu'en fait Philippe Lemoine, qui a écrit un rapport intéressant sur l'économie française et sa transformation numérique. Il dit la transformation numérique, c'est on sait le comment, on numérise tout à tout va, sans savoir dans quelle direction on va, quitte à détruire de la valeur, détruire des emplois, etc. Tandis que la transition énergétique ou écologique, on sait vers quoi on doit aller, dépenser moins d'énergie, renouveler les sources d'énergie, mais on ne sait pas comment. Voilà. Donc il y a une vraie grosse différence pour moi entre transformation et transition. Donc voilà, je parle de transformation numérique. Et après, tout le problème, c'est aussi de transformer quoi et comment. Ça, c'est encore une grande question, mais je pense que l'angle intéressant, alors toi, tu connais les deux côtés, le côté technopole un peu à l'ancienne, qui est ringardisé maintenant par le modèle start-up, mais qui mettait des indices de performance et qui travaillait avec la recherche, sans doute un peu plus que le modèle start-up maintenant. Comment tu vois la distinction entre les deux ? Et ce qui est intéressant à prendre dans ces trucs qui sont ringardisés maintenant par la Startup Nation. Alors, il n'y a pas forcément de lien entre les deux sujets, dans le sens où le sujet de la transformation numérique des entreprises est plutôt un sujet qui est adressé par les chambres de commerce et d'industrie que par des structures comme les technopoles ou les French Tech. Une des vraies différences entre les technopoles et les French Tech, c'est que les technopoles, on était sur ce qu'on appellerait une innovation de type techno-push, c'est-à-dire l'idée de transformation, de transfert de technologie, d'une innovation qui sortirait d'un laboratoire public ou privé, et de transformer cette invention en innovation, c'est-à-dire de trouver un marché. Aujourd'hui, on va dire qu'on va encourager des chercheurs à créer leur start-up, et d'où tous les labos qui apparaissent dans les universités, dans les centres de recherche, etc. Donc là, on est sur le côté techno-push, transfert de technologie. Ça, c'est le modèle des technopoles. Le modèle de la French Tech, toujours avec les guillemets, ce serait plutôt le côté market pool, tiré par le marché. On serait plutôt sur des innovations d'usage que des innovations d'origine technologique. Aujourd'hui, le critère essentiel est le montant des levées de fonds. Quand les technopoles avaient le réflexe de travailler sur le taux de survie à 3 ans et à 5 ans des startups, qui suppose un travail de bureaucratie, de tenir un fichier Excel, de rappeler les gens, etc. C'est un travail fastidieux, mais un travail nécessaire et qui permet de remettre en perspective la réalité de ce que c'est que les startups, leur durée de vie moyenne, le nombre qui reste, la réelle création de valeur, la réelle création d'emplois. Donc ce que ça pèse dans l'économie numérique et dans l'économie générale. On voit déjà là qu'il y a plusieurs innovations et pas une seule innovation, et quand quelqu'un nous parle de l'innovation tout court, on sait déjà qu'on a affaire à quelqu'un qui est pas... il faut aller le challenger en lui disant de quelle innovation vous parlez. Et donc toute la question, c'est l'articulation entre ces deux approches
techno-push et market pool. Comment tu vois l'évolution de ça ? Alors, j'ai le sentiment, ça fait des décennies qu'on entend ça, que tous nos responsables politiques nous disent le temps s'accélère, etc. Moi, je suis très réservé sur cette notion d'accélération. Moi, il me semble qu'il y a un enjeu vachement plus important dans la consolidation. Et donc, si on repart de cette opposition Technopole et French Tech, le temps de l'innovation peut être un temps long. Transformé, particulièrement dans des secteurs comme la santé, par exemple, où il y a des procédures d'accréditation, parce que voilà, on est en train de jouer avec la santé des humains. On veut du résultat rapidement. Aujourd'hui, on favorise et on valorise, à mon sens, trop des effets rapides de l'innovation, parce que il faut en donner aux investisseurs, aux actionnaires, etc. Et on est un peu en train de tourner le dos à l'innovation d'origine technique, dont le temps de maturation est plus lent. Et du côté des entreprises, on dit tout à l'heure transformer quoi ? Toi, tu parlais d'informatisation tout à l'heure. On est encore un peu dans cette logique-là où, à l'époque, on informatisait. Maintenant, on numérise. Alors, on va dire digitaliser maintenant parce que ça fait mieux. Mais il y a pas de réelle transformation qui impacte les entreprises. Si, pour moi, il y en a. Ce que je comprends, c'est que on est aujourd'hui dans le contexte de l'économie de plateforme, avec un phénomène de captation de la valeur par ces grandes plateformes qui, malheureusement, sont essentiellement d'origine américaine. Et les entreprises comprennent qu'elles doivent adapter leur communication, leur mode de distribution à ce modèle des plateformes, en disant « vaut mieux que je crée ma plateforme plutôt que d'être prisonnier de la plateforme de quelqu'un créé par un autre ». Donc pour moi, un des enjeux de la transformation numérique des entreprises, c'est celui-ci. Donc en termes d'outils, de méthodologie de mise en œuvre, oui, c'est la nouvelle génération de l'informatisation des organisations pour répondre à ce nouvel enjeu de plateformisation de l'économie. Et en revenant sur le temps long, là on entend beaucoup parler dans l'innovation et dans la transformation digitale de résistance au changement ou d'agents et d'employés réfractaires. Est-ce que c'est pas justement une façon plutôt de prendre le temps de réfléchir, de penser et pas juste comment tu le vois toi ? Alors ce terme-là, pour moi, il s'inscrit dans tout le vocabulaire du management avec l'idéologie qui véhicule, qui va avec, qui est qu'on a une posture condescendante du sachant qui sait vers quelle direction on doit aller. Et puis il y a, voilà, tu dis des réfractaires, il y a des résistances au changement, il y a des résistances qui sont justes, qui sont pertinentes. Je ne vais pas forcément convoquer la Seconde Guerre mondiale, mais il y a des choses face auxquelles il est important et nécessaire de résister, de la même façon que tout n'est pas à jeter chez les conservateurs, il y a aussi des choses à conserver. Il y a, et ça, on s'aperçoit que des anthropologues comme Emmanuel Todd travaillent sur ce genre de choses, qu'il y a des persistances historiques dans l'âme des peuples, dans les identités des sociétés. Et les Français ont une tradition de résistance, de révolutionnaire. Et pour moi, je vois pas forcément comme une mauvaise chose de résister à certains changements, pas d'y résister de manière systématique, mais de se dire
posons-nous la question de c'est quoi le vocabulaire, quelle idéologie il véhicule, dans quelle direction on va, parce que là on dit il faut numériser, mais numériser quoi pour aller où? Donc je dis on est dans la transformation, mais vers quelle transition pour aller vers quel modèle de société, vers quel nouveau modèle social, etc. Donc là on peut mobiliser des concepts comme le digital labor et tout ce que ça va supposer en termes de statut social pour les salariés dans cette hypothèse de future économie. Donc oui, il y a une certaine résistance au changement. Tu es en contact avec tout cet écosystème autour de Rennes, alors autant French Tech, CCI, un peu tout le monde. Est-ce que tu sens, est-ce que tu as l'impression que cette idéologie de start-up qui est en train de bouffer un petit peu tout ce qu'il y a autour est acceptée sans réticence justement par des acteurs qui sont là depuis plus longtemps? Ou est-ce qu'il y a quand même une certaine résistance des gens qui sont un peu réfractaires et est-ce qu'ils peuvent se faire entendre dans l'ambiance actuelle? Je ne parlerai pas forcément en termes de réticence ou de résistance. Je dirais simplement qu'il y a des acteurs économiques qui ne se reconnaissent pas dans ce vocabulaire-là. Je ne vais même pas parler d'idéologie qui ont déjà un peu réfléchi à ce que c'était vraiment qu'une start-up et qui disent mais moi je suis pas une start-up, je suis mieux, je suis une entreprise, j'ai trouvé mon modèle économique, je gagne de l'argent, je paye mes employés, je paye des impôts. Voilà. De la même façon qu'on peut dire qu'une religion est une secte qui a réussi, on pourrait dire qu'une entreprise est une start-up qui a réussi. Donc moi, ça me concerne pas. Je me sens ou alors même, et c'est là où on peut avoir une réticence, c'est attention, ce vocabulaire, ce discours peut être un petit peu excluant. Il y aurait éventuellement des choses qui pourraient m'intéresser, qui pourraient être des sources d'inspiration, mais vous parlez que du numérique quand vous parlez des startups. Moi, je suis dans un autre secteur et j'ai l'impression que je me sens exclu du vocabulaire ambiant. Avec aussi, on en parlait un petit peu tout à l'heure hors micro, de ce problème aussi du modèle unique qui est proposé même à ceux qui se lancent dans une start-up du numérique, où on est uniquement dans le modèle Peter Thiel, Oussama Ammar. Enfin, je sais pas si je peux les mettre côte à côte, mais où c'est créer un monopole, conquérir le monde et devenir légendaire. Ce qui peut aussi, à mon avis, enfin ça, on l'entendra dans le prochain épisode, ça peut aussi peut-être poser des problèmes à des gens dont c'est pas le but de conquérir le monde et de devenir légendaire, mais qui se font enfermer dans des logiques qu'on leur apprend et qu'on leur met dans le crâne. Ça me fait penser à l'exemple d'une amie là dans le Morbihan qui envisage de créer une plateforme dans le domaine un peu de consommation collaborative dans l'univers du cheval. Elle est allée rencontrer des gens à la CCI du Morbihan. Ils lui ont dit mais en fait ce que vous voulez créer c'est une start-up. Elle dit bon. Elle n'avait pas du tout conscience. Elle a dit non, je voulais juste fédérer des acteurs de la communauté du cheval dans une logique d'entraide, etc. Et donc oui, il y a le fait de désigner toutes ces entreprises comme étant des startups, il y a un modèle, on peut dire une forme de pensée unique, une injonction à l'hypercroissance, et on dit aux gens tenez ce discours-là pour lever des fonds, pour accélérer, pour aller vite. Et c'était pas c'est pas systématiquement leur envie première. Il dit je préfère croître lentement, mais sainement, de manière consolidée. Mais c'est vrai que quelquefois, par pragmatisme et par réalisme, ils vont dire je vais donner le change, je vais faire semblant d'avoir des ambitions mondiales parce qu'il n'y a que comme ça que je vais réussir à financer mon projet. Donc il y a des gens qui portent ce discours-là qui n'y croient pas eux-mêmes parce qu'ils savent qu'il n'y a que comme ça qu'on arrive à se financer. Est-ce qu'elle est allée voir des investisseurs après en disant je vais faire le Airbnb du cheval? Moi, en termes de blague, je avais parlé du bon foin. Voilà, c'est un de nos noms de code pour réfléchir à son projet.
Mais oui, clairement, c'est le quand on parle de consommation collaborative, Airbnb font partie des exemples, sachant que le modèle a quand même un peu du plomb dans l'aile, voilà, et qu'on est, si ce n'est au début de la fin, au moins à la fin du début. C'était les rencontres désinspirantes de Disruption Protestante. Retrouvez toutes les informations sur la série et écoutez les autres épisodes sur disruption-protestante.fr et abonnez-vous dans votre application de podcast favorite pour ne rien rater. Disruption Protestante est une série produite par Antoine Gouritin, la musique originale du générique est de Julien Solaire.